Débrouille-toi. Nous n'avions pas le choix. Ce furent les seuls mots que ma mère prit la peine de me laisser après avoir abandonné tout ce que nous avions construit ensemble pendant 22 ans. Je me tenais là, sur l'allée fissurée de Lyon, en France, fixant les cartons qui contenaient toute ma vie, regardant des étrangers jeter un coup d'œil par ce qui était autrefois la fenêtre de ma chambre. Je m'appelle Danielle Dubois et j'ai 22 ans. Je venais de terminer ma 3e année à l'école centrale de Lyon, où j'étudiais la cybersécurité avec le rêve de décrocher un poste dans l'une des grandes entreprises technologiques de la French Tech. Les examens finaux avaient été absolument éprouvants ce printemps-là, 3 nuits blanches d'affilée, survivant grâce aux boissons énergisantes et à ma seule détermination. Mais la pensée de rentrer à la maison, de dormir dans mon propre lit et de revoir mes parents m'avait aidé à traverser ces dernières semaines. J'avais même acheté un petit cadeau pour ma mère lors de mon escale à Paris. Une tasse en céramique avec « Meilleure maman du monde » peinte en lettres jaunes joyeuses. Le trajet en TGV de nuit de Paris à Lyon avait été inconfortable, mais j'étais trop excitée pour dormir. Je n'arrêtais pas d'imaginer que j'allais franchir notre porte d'entrée, sentir les fameuses crêpes du week-end de mon père et parler à mes parents de mes perspectives de stage. Le professeur Moreau m'avait recommandé pour un poste d'été chez Nexora Lab, et j'étais impatiente de partager la nouvelle. Quand le taxi me déposa au 12, rue des Acacias, ce mardi matin, tout me parut immédiatement étrange. La pelouse était complètement morte, des taches brunes éparpillées sur ce qui était autrefois le jardin fleuri primé de ma mère. Les rideaux avaient disparu de toutes les fenêtres, laissant la maison vide et abandonnée. Mais ce fut le panneau, vendu, rouge vif planté là où se trouvait notre boîte aux lettres qui me fit tomber l'estomac dans les talons. J'approchai du porche lentement, mon sac de voyage me semblant plus lourd à chaque pas. C'est là que je les vis. Des cartons empilés négligemment à côté des marches d'entrée, étiquetés avec du ruban adhésif de l'écriture de ma mère. Chambre de Danielle. Livre de Danielle. Vêtements de Danielle. Des sacs poubelles remplis de ce qui ressemblait à mes vieux manuels scolaires et mes manteaux d'hiver étaient coincés entre les cartons comme des éléments oubliés. Un morceau de papier de cahier était collé à la porte d'entrée, flottant légèrement dans la brise matinale. Je l'arrachai de mes mains tremblantes et lus le message qui allait tout changer. Débrouille-toi. Nous n'avions pas le choix. Maman. Aucun avertissement, aucun appel téléphonique, aucune explication. Juste ces mots froids et méprisants, et toute mon enfance éparpillée sur l'allée comme des ordures indésirables. Je cherchai mon téléphone et composai le numéro de ma mère, mes mains tremblant si fort que je pouvais à peine appuyer sur les boutons. Le sentiment sinistre qui montait dans ma poitrine était sur le point d'exploser en quelque chose de bien pire. Ma mère décrocha à la 3e sonnerie, sa voix ayant ce ton d'irritation familier qu'elle réservait aux télévendeurs et aux interruptions inattendues. « Qu'est-ce qu'il y a, Danielle ? » « Je suis occupée. »« Qu'est-ce qu'il y a ?» répétai-je, ma voix se brisant. « Maman, je suis devant notre maison et il y a un panneau « Vendu » dans le jardin. Toutes mes affaires sont dans des cartons sur l'allée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, ça. Elle soupira lourdement, comme si ma détresse n'était qu'un léger inconvénient. Nous avons dû vendre rapidement. Le marché était bon et nous avons eu une offre que nous ne pouvions pas refuser. Nous prenons un nouveau départ dans le sud de la France. Le sud de la France ? Quand ? Pourquoi ne m'as-tu rien dit ? Les questions s'échappèrent de moi, chacune plus désespérée que la précédente. Tu es une adulte maintenant, Danielle. Tu te débrouilleras. Nous ne pouvions pas attendre ton emploi du temps. Ces mots me frappèrent comme des coups physiques. Ta cousine Patricia nous a trouvé un super endroit à Nice. Le temps est meilleur pour l'arthrite de ton père. Je pressai ma main libre contre mon front, essayant de comprendre ce qu'elle me disait. Mais qu'en est-il de ma chambre ? Mes affaires ? Où suis-je censée aller ? Tu as 22 ans. Tu devrais être indépendante maintenant de toute façon. La plupart des jeunes de ton âge vivent déjà seuls. La cruauté désinvolte dans sa voix me serra la poitrine. Nous t'avons rendu service. Vraiment ? Maintenant tu es obligé de grandir. Un service. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Vous avez vendu ma maison d'enfance sans me le dire et avez laissé mes affaires dans la rue comme des ordures. En quoi est-ce un service ?
Ne sois pas si dramatique. Tout est dans des cartons. Rien n'est abîmé. Elle fit une pause et j'entendis la voix de mon père en arrière-plan, bien que je ne puisse pas distinguer les mots. Écoute, nous devons y aller. Nous rencontrons un agent immobilier pour notre nouvel endroit. Tu es intelligente. Tu trouveras bien quelque chose. La ligne raccrocha. Je fixai l'écran de mon téléphone avec incrédulité, voyant mon reflet sur la surface noire. Pâle, choqué, abandonné. 22 ans de dîner de famille, de fêtes d'anniversaire, de matins de Noël et d'histoires au coucher réduit à « tu te débrouilleras ». J'essayai d'appeler mon père, mais ça tomba directement sur sa messagerie. Sa salutation joyeuse enregistrée des années auparavant ressemblait à une blague cruelle. « Vous êtes bien chez Jacques Dubois. Laissez un message et je vous rappellerai. » Mais je savais qu'il ne le ferait pas. Aucun d'eux ne le ferait. Les voisins commençaient à jeter un coup d'œil par leurs fenêtres, se demandant probablement pourquoi une étudiante était assise sur des cartons devant une maison vendue. Madame Bertrand, d'un accent grave côté, sortit même sur son porche, se protégeant les yeux de la main en essayant de mieux voir. L'humiliation me brûla comme de l'acide. Je saisis le carton le plus lourd et le traînai vers le trottoir. Ma vision se brouillait de larmes que je refusais de laisser tomber. Quels que soient les signes avant-coureurs que j'avais manqués, quels que soient les problèmes financiers qu'ils m'avaient cachés, rien de tout cela n'avait d'importance maintenant. Ils avaient fait leur choix, et ce choix ne m'incluait pas. Les heures suivantes passèrent dans un brouillard d'appels téléphoniques et de planification désespérée. J'appelai d'abord ma colocataire, Justine, mais elle passait l'été à Bordeaux avec son petit ami. Puis j'essayai mes amis du groupe d'études, mais la plupart étaient déjà partis en stage ou rentrés chez leur propre famille. L'isolement me frappa plus fort que l'abandon. J'avais été tellement concentrée sur mes études que je n'avais jamais construit de véritable réseau de soutien à Lyon. Finalement, j'atteignis Léa Martin, une fille de ma résidence universitaire de première année qui avait abandonné en troisième année pour lancer sa propre entreprise de conception web. « Daniel, oh mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas ? Tu as l'air terrible. » À travers des larmes que je ne pouvais plus contrôler, j'expliquai la situation. Léa écouta sans m'interrompre, émettant de petits sons de sympathie et d'indignation au bon moment. Quand j'eus fini, elle resta silencieuse un long moment. « Fais ce que tu peux emporter et viens, » dit-elle finalement. J'ai un canapé et ma colocataire est absente pour 2 semaines. Nous trouverons le reste plus tard. Ce simple geste de gentillesse brisa quelque chose en moi. Je m'étais tenue debout par pure obstination. Mais l'offre de Léa me rappela que tout le monde ne m'abandonnerait pas quand les choses deviendraient difficiles. Je passai le reste de l'après-midi à trier ma vie éparpillée, décidant ce que je pouvais emporter et ce que je devrais laisser derrière moi. Des albums photos de l'école primaire, des annuaires que je n'avais jamais regardés, des animaux en peluche qui me semblaient ridicules maintenant. Tout cela alla dans la pile des choses à laisser. Je gardai mon ordinateur portable, mes manuels, assez de vêtements pour 2 semaines et une petite boîte à bijoux en bois que ma grand-mère m'avait donnée avant de mourir. Le plus difficile fut de laisser les meubles de ma chambre d'enfant sur le trottoir. Le bureau où j'avais fait mes devoirs tous les soirs pendant le lycée. L'étagère que mon père avait construite quand j'avais 12 ans. Le miroir où j'avais répété mes réponses pour les entretiens d'entrée à l'université. Tout cela abandonné comme si cela n'avait jamais rien signifié. Alors que je chargeais mes affaires récupérées dans la voiture de Léa ce soir-là, je pris une décision qui allait définir les 2 prochaines années de ma vie. Je sortis mon téléphone et bloquai systématiquement tous les numéros liés à mes parents. Le portable de ma mère, le téléphone professionnel de mon père, même ma tante Caroline qui pourrait essayer de jouer les médiatrices. Puis je supprimai entièrement leurs informations de contact, ne laissant aucune trace des personnes qui m'avaient élevée pendant 22 ans, seulement pour me jeter comme une responsabilité indésirable. « Tu es sûr de ça ?» demanda Léa, me regardant supprimer le dernier numéro. « Ils ont fait leur choix », dis-je, me surprenant de la fermeté de ma voix. Maintenant, je fais le mien. Mais même en prononçant ces mots, je ne pouvais me défaire du sentiment que ce n'était pas vraiment la fin. Quelque chose dans la façon dont ma mère m'avait congédié si négligemment, comme si j'étais un problème qu'elle avait enfin résolu, me disait que cette histoire n'était pas terminée.
Les gens qui abandonnaient leurs responsabilités revenaient généralement en rampant quand ils avaient besoin de quelque chose. Et quand ce jour viendrait, je serais prête pour eux. Vivre chez Léa était censé être temporaire, mais le temporaire s'étira en 3 mois alors que je me débattais pour reconstruire ma vie à partir de rien. Je pris un emploi à temps partiel dans un café local tout en terminant mes cours d'été en ligne, dormant sur le canapé de Léa et essayant de faire comme si me réveiller sans abri n'avait pas complètement fait dérailler mon avenir soigneusement planifié. Le pire n'était pas l'inconfort physique ni même la tension financière. C'était la question rongeante et constante du pourquoi. Quel genre de parents vendent leur maison et déménagent à travers le pays sans le dire à leurs enfants? Quel genre d'urgence vous force à abandonner votre fille avec rien d'autre qu'un post-it et des cartons? Je me jetais dans le travail et les études avec une intensité qui inquiétait Léa. Tu vas craquer, me prévint-elle un soir, me trouvant penchée sur mon ordinateur portable à 2 heures du matin, travaillant à la fois sur un projet de cybersécurité et une présentation pour le programme de formation de mon gérant de café. Je ne peux pas me permettre de craquer, répondis-je sans lever les yeux. J'ai tout perdu une fois. Je ne laisserai pas cela se reproduire. Léa s'assit à côté de moi sur le canapé, son expression sérieuse. As-tu envisagé qu'ils avaient peut-être une bonne raison? Je veux dire, je ne les défends pas, mais les parents ne s'arrêtent pas, le mot sortit plus durement que je ne l'avais voulu. Il n'y a aucune bonne raison pour ce qu'ils ont fait. S'ils avaient de réels problèmes, ils auraient pu appeler. Ils auraient pu expliquer. Ils auraient pu me donner plus de 12 heures de préavis pour organiser toute ma vie. Mais les mots de Léa me restèrent en tête malgré tout. Au cours des semaines suivantes, je me retrouvais à faire des recherches sur mes parents en ligne pendant mes pauses au travail. Jacques et Patricia Dubois n'avaient aucune présence sur les réseaux sociaux, aucun dossier public dans le sud de la France que je puisse trouver. Aucune trace de leur nouvelle vie qui pourrait me donner des réponses. Ce fut mon collègue de café, Marc, qui fournit accidentellement le premier indice. Il faisait défiler Facebook pendant notre pause déjeuner lorsqu'il leva les yeux avec une expression confuse. « Tu n'avais pas dit que tes parents avaient déménagé dans le sud de la France? » « Oui. »« Pourquoi ?» Il tourna son téléphone vers moi, montrant une photo de groupe d'une réunion du Conseil communautaire de Lyon, datée du 15 mai. Au dernier rang, à peine visible, mais indéniablement mon père, se tenait Jacques Dubois. La photo datait de 3 jours avant que je ne rentre à la maison pour trouver le panneau « Vendu ». Mes mains se mirent à trembler. C'est impossible. Ils m'ont dit qu'ils avaient déjà déménagé. Marc zooma sur l'image. C'est bien ton père, n'est-ce pas? Les mêmes lunettes, la même calvitie naissante que tu m'as montrée sur ces photos. Je fixai la photo jusqu'à ce que mes yeux brûlent. Mon père était à Lyon 3 jours avant mon retour. 3 jours avant que je ne trouve ma vie dans des cartons, ce qui signifiait qu'ils n'avaient pas été forcés de vendre rapidement. Ils avaient planifié cela. Ils avaient assisté à des réunions de quartier, probablement discuté de leur déménagement avec des voisins, peut-être même célébré leur astucieuse échappatoire à la responsabilité parentale. J'ai besoin de passer un coup de fil, dis-je à Marc, saisissant mon sac à main et me dirigeant vers l'allée derrière le café. Je débloquai le numéro de ma mère et composai, mon cœur battant la chamade. Elle répondit à la 2e sonnerie, sa voix prudente mais non surprise. « Daniel, tout va bien? Tu m'as menti. » Les mots sortirent plats et froids. « Vous étiez encore à Lyon quand je suis rentrée. Papa était à une réunion de quartier 3 jours avant que vous ne m'abandonniez. » Le silence s'étira entre nous pendant plusieurs battements de cœur. Quand elle parla enfin, sa voix avait perdu toute prétention d'inquiétude. « Et alors, quelle différence cela fait-il? » Le résultat est le même. La différence, c'est que vous avez eu le temps de planifier, le temps de m'appeler, le temps d'organiser quelque chose de mieux que de me laisser sans abri avec un post-it. Ma voix montait, mais je m'en fichais. Vous avez choisi de le faire de cette façon. Vous vouliez m'abandonner sans avoir à gérer ma réaction. Oh, pour l'amour de Dieu, Daniel, tu es ridicule. Nous savions que tu trouverais quelque chose. Tu as toujours été débrouillarde. Son ton méprisant fit bouillir mon sang. D'ailleurs, ça se passe bien, n'est-ce pas? Tu es indépendante maintenant, juste comme nous l'avons toujours voulu. Indépendante? Je ris,
Mais il n'y avait aucun humour dans mon rire. Vous pensez que rendre votre fille sans abri est une bonne éducation parentale? Nous ne t'avons pas rendu sans abri. Nous t'avons donné l'occasion de te débrouiller seul au lieu de courir vers papa et maman à chaque fois que les choses devenaient difficiles. Sa voix avait ce ton condescendant familier dont je me souvenais des disputes d'enfance. Tu devrais nous remercier. Vous remercier. La rage qui s'était accumulée pendant des mois trouva enfin sa voix. Pourquoi? Pour m'avoir appris que les gens qui sont censés m'aimer le plus m'abandonneront sans avertissement. Pour m'avoir montré que la famille ne signifie rien quand elle devient gênante. Tu es dramatique. Nous t'avons élevé pendant 22 ans. Nous avons payé tes études, t'avons logé, nourri et vêtu. Nous ne te devions rien après ça. Chaque mot me frappa comme une gifle. La plupart des enfants partent à 18 ans. Nous t'avons donné 4 années supplémentaires. Vous ne m'avez rien donné. Vous m'avez tout pris. Je pleurais maintenant. Des larmes chaudes de fureur et de douleur coulaient sur mes joues. Je vous aimais. Je vous faisais confiance. Je suis rentrée excitée de vous voir et vous m'avez jeté comme des ordures. Eh bien, peut-être que cela t'apprendra à ne pas être si dépendante des autres. Sa voix devenait plus aiguë, plus irritée. Le monde ne te doit rien, Daniel. Plus tôt tu apprendras cela, mieux tu te porteras. La cruauté désinvolte de son ton brisa quelque chose en moi. Tu as raison, dis-je doucement. Le monde ne me doit rien, et vous non plus, ce qui signifie que je ne vous dois rien non plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'en ai fini avec vous, avec papa, avec le fait de prétendre que nous sommes une famille. Vous voulez que je sois indépendante? Félicitations. Vous avez créé quelqu'un qui n'a absolument pas besoin de vous. Je pris une inspiration tremblante. Ne m'appelez plus. Ne m'envoyez plus de SMS. N'envoyez plus de cartes de Noël ou de messages d'anniversaire ou de culpabilisation par l'intermédiaire de parents. Vous vouliez que je sorte de votre vie. Vous l'avez eu. Maintenant, tu es puéril. Je raccrochai et bloquai immédiatement le numéro à nouveau. Puis je bloquai le numéro de mon père, le numéro de ma tante Caroline et de toute autre personne qui pourrait essayer de me culpabiliser pour une réconciliation. Je supprimai les messages vocaux que j'avais conservés des moments plus heureux. Je retirai les photos de famille de mes réseaux sociaux et effaçai systématiquement toute trace numérique des personnes qui m'avaient élevé. Léa me trouva dans l'allée 20 minutes plus tard, toujours en pleurs et tremblante d'adrénaline. Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai vu courir ici comme si le bâtiment était en feu. Je lui racontai la photo, l'appel téléphonique, l'aveu désinvolte que mon abandon avait été entièrement planifié et calculé. Léa écouta avec une indignation croissante, ses yeux noirs brillant de colère pour moi. Ce sont des sociopathes, dit-elle sèchement. Des parents normaux ne font pas ça. Des parents normaux ne planifient pas d'abandonner leurs enfants et n'agissent pas comme si c'était un service. Je n'arrête pas de penser que j'ai dû faire quelque chose de mal, que j'ai été une mauvaise fille d'une manière ou d'une autre. Les mots me firent l'effet de verre dans la gorge. Mais je ne trouve rien. J'ai eu de bonnes notes. Je ne me suis pas attirée d'ennui. Je les appelais chaque semaine depuis l'école. Je les aime. Et c'est exactement pourquoi ce n'est pas ta faute. Léa me serra dans une étreinte féroce. Tu as été une bonne fille pour de mauvais parents. Certaines personnes ne devraient tout simplement pas avoir d'enfants. Alors que nous retournions au café, je sentis quelque chose changer en moi. La partie de moi qui espérait une réconciliation, la partie qui cherchait des excuses à leur comportement, mourut finalement. Ils m'avaient montré exactement qui ils étaient, et j'étais enfin prête à les croire. La révélation de l'abandon calculé de mes parents déclencha quelque chose de dangereux en moi, une détermination froide et concentrée qui surprit même Léa. Au lieu de m'apitoyer sur mon sort, je canalisais ma rage dans l'action. Je postulais à toutes les bourses, subventions et programmes d'études-travail que je pouvais trouver. Je prenais des quarts de travail supplémentaires au café et commençais à faire des consultations de cybersécurité en freelance pour les petites entreprises. En août, j'avais économisé assez d'argent pour louer mon propre studio près du campus. Il était minuscule, à peine plus grand qu'un placard. Mais il était à moi.
Personne ne pourrait me le vendre sous le nez ou me laisser avec rien d'autre qu'un post-it d'adieu. Léa m'aida à déménager mes quelques affaires. Il s'agissait toujours des mêmes objets que j'avais récupérés dans ces cartons des mois auparavant. « Tu es sûr de ne pas vouloir attendre et trouver quelque chose de plus grand ?» demanda-t-elle, examinant l'espace exigu d'un air dubitatif. « C'est parfait, » dis-je, posant mon ordinateur portable sur le bureau d'occasion que j'avais acheté pour 50 €. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Ce dont j'avais besoin, c'était d'une autonomie totale. Je me replongeais dans mes études avec une concentration renouvelée, attaquant mes cours de cybersécurité comme si ma vie en dépendait. Parce qu'à certains égards, c'était le cas. Chaque compétence que j'apprenais, chaque certification que j'obtenais, chaque connexion professionnelle que je faisais était une autre couche d'armure pour ne plus jamais être vulnérable. Le professeur Moreau remarqua immédiatement le changement dans mon travail. « Daniel, votre dernier projet sur les tests d'intrusion réseau est un travail de niveau master », dit-il après un cours un jour. « Avez-vous envisagé d'accélérer votre cursus ? » J'y avais songé, en fait. À quelle vitesse pourrais-je terminer ? Si vous prenez des cours d'été et surchargez votre emploi du temps, vous pourriez obtenir votre diplôme 1 an plus tôt. La charge de travail serait intense, mais d'après vos récentes performances. Il haussa les épaules. Je pense que vous pourriez y arriver. Cette nuit-là, j'élaborais un plan académique agressif qui me ferait obtenir mon diplôme en décembre au lieu du printemps suivant. Cela signifiait prendre 6 cours par semestre au lieu de 4, faire des stages pendant toutes les vacances et éliminer pratiquement toute vie sociale que j'aurais pu bâtir. Mais cela signifiait aussi entrer sur le marché du travail 1 an avant mes pairs avec 1 an de moins de dettes et 1 an de plus de distance par rapport aux personnes qui m'avaient abandonné. Le plan fonctionnait parfaitement jusqu'en novembre, lorsque tout changea à nouveau. J'étais en plein milieu d'un devoir de cryptographie particulièrement difficile lorsque mon téléphone vibra avec une notification que je n'avais pas vue depuis des mois. Une demande de message sur les réseaux sociaux d'une personne nommée Patricia Dubois. Ma mère m'avait retrouvé. « Daniel, chéri, je sais que tu es en colère, mais nous devons parler. S'il te plaît, appelle-moi. Nous avons des problèmes et nous avons besoin de ton aide. Tu es la seule à pouvoir nous aider maintenant. » Je fixai le message pendant un long moment, mon cœur battant la chamade. Une partie de moi voulait le supprimer immédiatement pour maintenir le mur que j'avais construit autour de moi, mais une plus grande partie était curieuse de savoir quel genre de problème pouvait pousser ma mère à me contacter après des mois de silence radio. Je fis une capture d'écran du message et l'envoyai à Léa avec un seul point d'interrogation. Sa réponse arriva immédiatement. « Oh, non, pas question. N'y pense même pas, mais j'y pensais, non pas parce que je voulais les aider. Ce bateau avait coulé il y a longtemps. J'y pensais parce que pour la première fois depuis qu'ils m'avaient abandonné, je détenais tout le pouvoir. Ils avaient besoin de quelque chose de moi, quelque chose qu'ils ne pouvaient obtenir nulle part ailleurs. Et après des mois à être celle qui était laissée pour compte, rejetée et ignorée, l'idée d'être nécessaire me semblait enivrante. J'ouvris mon ordinateur portable et commençai à rechercher quel genre de problème deux retraités d'âge moyen pouvaient rencontrer dans le sud de la France. Quoi que ce fût, j'avais le sentiment que j'étais sur le point de découvrir que l'abandon cruel de mes parents avait été motivé par plus qu'un simple désir de mon indépendance. Je ne répondis pas immédiatement au message de ma mère. Au lieu de cela, je passai 3 jours à faire des recherches sur Jacques et Patricia Dubois à Nice, en utilisant tous les outils et techniques de cybersécurité que j'avais appris. Ce que je trouvais était encore pire que ce que j'avais imaginé. Les registres publics montraient qu'ils avaient acheté un appartement de luxe dans une résidence sécurisée pour 800 000 €, près de 3 fois le prix auquel ils avaient vendu notre maison de Lyon. Ils avaient également acheté une nouvelle Mercedes et fait plusieurs croisières coûteuses d'après les publications sur les réseaux sociaux du compte de ma cousine Patricia. Mais plus intéressants furent les développements récents. 3 mois auparavant, mon père avait été arrêté pour fraude à l'investissement. Il avait apparemment dirigé une pyramide de Ponzi ciblant les retraités âgés de leur communauté, promettant des rendements impossibles sur les investissements en crypto-monnaie. Le système s'était effondré lorsque trop d'investisseurs avaient tenté de retirer leur argent en même temps. Le message désespéré de ma mère prit soudainement tout son sens. Ils n'avaient pas de problème. Ils faisaient face à des accusations fédérales et ils avaient besoin de leur fille,
l'experte en cybersécurité, pour les aider à cacher leur argent volé ou à manipuler des preuves ou à faire toute autre chose illégale qu'ils pensaient que je serais prête à faire pour la famille. Après avoir découvert leur crime, une froide satisfaction s'installa en moi. Ils m'avaient abandonné pour courir après l'argent facile et un style de vie luxueux. Et maintenant que tout s'était écroulé, ils s'attendaient à ce que je les sauve. L'audace pure était époustouflante. Je rédigeai ma réponse avec soin. Je suis désolé d'apprendre que vous rencontrez des difficultés. Malheureusement, je suis très occupé par mes études et mon travail. Je suis sûr que vous trouverez une solution. Vous avez toujours dit que je devais être plus indépendante. Il est peut-être temps pour vous de suivre vos propres conseils. J'appuyai sur envoyer et la bloquai immédiatement sur cette plateforme aussi. En quelques heures, je reçus des demandes d'amis de mon père, de ma tante Caroline et de 2 personnes que je ne reconnaissais pas et qui étaient probablement des amis de la famille recrutés pour me joindre. Je les bloquai tous sans ouvrir leurs messages. La semaine suivante apporta un flot de tentatives de contact. Des numéros de téléphone inconnus appelant mon travail, des emails à mon compte universitaire, même une lettre recommandée réexpédiée de mon ancienne adresse. J'ignorais tout, me concentrant plutôt sur mes projets finaux et mes candidatures à des emplois. Léa observa mon rejet systématique de leurs suppliques avec une sorte d'admiration. Tu ne vas vraiment pas les aider du tout? Les aider à quoi? Cacher de l'argent volé? Obstruer la justice? J'haussai les épaules. Ils m'ont appris que la famille ne se doit rien. Je ne fais que suivre leurs leçons. Le point de rupture survint en décembre, quelques semaines seulement avant mon diplôme anticipé. Je traversais le campus après mon dernier examen final lorsqu'une femme m'approcha près de la bibliothèque. Elle était d'âge moyen, vêtue de façon professionnelle et se tenait avec l'assurance de quelqu'un habitué à obtenir des réponses. Daniel Dubois, je suis l'agent Sandra Legrand du pôle judiciaire de la Gendarmerie nationale. J'aimerais vous parler de vos parents. Mon sang se glaça, mais je forçai ma voix à rester calme. Je n'ai pas de parents. L'agent Legrand haussa un sourcil. Je comprends que vous soyez séparés d'eux, mais j'ai des dossiers montrant que Jacques et Patricia Dubois vous ont déclaré comme personne à charge sur leur déclaration de revenus jusqu'à l'année dernière. Ils vous ont également désigné comme contact d'urgence sur plusieurs documents financiers. C'est une nouvelle pour moi, dis-je. Honnêtement, je ne leur ai pas parlé depuis l'été dernier. Pourtant, ils ont dit aux enquêteurs que leur fille les aidait à gérer leurs finances à distance. Ils affirment que vous avez accès à plusieurs comptes offshore qu'ils ont utilisés pour cacher des actifs. L'agent Legrand étudia mon visage attentivement. Ils ont fourni vos coordonnées et vos dossiers universitaires comme preuve de vos capacités techniques. La rage qui m'envahit fut si intense que je vis des taches rouges au bord de ma vision. Ils ne m'avaient pas seulement abandonné. Ils essayaient maintenant de me faire porter le chapeau pour leurs crimes. Même après avoir coupé tout contact, ils trouvaient encore des moyens de détruire ma vie. J'ai besoin de voir une pièce d'identité, dis-je, sortant mon téléphone. Et puis j'ai besoin d'appeler mon avocat. L'agent Legrand parut surprise. Vous avez un avocat? J'en aurai un dans environ 5 minutes. Je faisais déjà défiler mes contacts pour trouver le numéro de l'aide juridique que l'université avait fourni. Parce que si mes parents affirment que je les ai aidés à commettre des crimes fédéraux, j'ai besoin d'une représentation légale immédiatement. L'enquête qui s'ensuivit fut le mois le plus terrifiant de ma vie. Mais ce fut aussi le plus vindicatif. Chaque document que je fournis, chaque alibi que j'établis, chaque preuve qui prouvait mon innocence prouva également la culpabilité de mes parents de manière plus concluante. Quand ils furent finalement condamnés à 15 ans de prison fédérale, je ne ressentis rien d'autre qu'un soulagement de ne plus jamais avoir à les revoir. Alors que je traversais la Seine lors de la remise des diplômes 6 mois plus tôt que prévu, mon diplôme à la main et une offre d'emploi de Nexora Lab en poche. Je réalisais que leur abandon avait été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Cela m'avait forcé à devenir quelqu'un qui ne pourrait plus jamais être abandonné.